Bonsoir à tous, merci de rester fidèles au programme de New World Info. Nous voici au grand rendez-vous de tous les soirs et nous l'entamons bien sûr avec le décryptage. Ce soir, nous recevons pour vous l'éditorialiste Mamadou Diouf. Mamadou, bonsoir. Bonsoir Mathieu. Merci d'être là. Je vous en prie. En premier lieu, nous irons en RD Congo. Tshisekedi gagne la présidentielle et perd le pouvoir législatif. D'emblée, comment peut-on comprendre cette situation-là? On gagne la présidentielle et puis législative, on a tout perdu pratiquement. Difficile à comprendre à première vue parce qu'on se dit que c'est les mêmes électeurs qui ont voté pendant le même scrutin, aussi bien pour les élections, pour l'élection présidentielle que pour les élections législatives. A priori, si les gens se connaissent également en politique et s'ils comprennent le système de RDC, quand on veut que quelqu'un soit réellement président, il faut lui donner également les moyens d'être président. C'est-à-dire? Est-ce que réellement ceux qui ont voté avaient compris qu'en votant pour le président actuel, qu'on considère comme celui qui est élu, Félix Tshisekedi, et en votant pour d'autres au moment des élections législatives, le président n'est plus en mesure de choisir qui va être son premier ministre, c'est le Parlement qui va le choisir. Parce que c'est ça que disent les textes au niveau de RD Congo. C'est la première question. Est-ce que les populations savaient cela? La deuxième question, est-ce que tout le vent de contestation qu'on a vu en RD Congo depuis 2 ans, est-ce que tout ce vent de contestation peut permettre de comprendre que les élections législatives soient gagnées par le parti au pouvoir? Une des explications qui est donnée, c'est que ce Front commun pour le Congo, si vous regardez ce qui s'est passé pendant les élections, les autres candidats se sont plutôt cantonnés sur l'élection présidentielle. On ne les entendait pas parler des élections législatives. Ils n'ont pas essayé de faire un front pour les élections législatives, alors que Kabila a regroupé un très grand nombre de partis dans ce front. Et comme les élections législatives, c'est également des élections de représentativité, l'explication la plus plausible aujourd'hui, ils ont joué sur ça en plaçant dans des zones des gens qui pouvaient emporter les élections pour obtenir un certain résultat. Mais ça reste toujours pas convaincant parce que le résultat ne va pas dans le sens de ce que les gens attendaient sur la base des réalités, des sondages, d'un certain nombre de choses qu'on a connues juste avant les élections et les résultats sont venus apporter une véritable surprise, autant avec Félix devant qu'avec le Fayoulou qui n'est pas élu, le Front commun pour le Congo qui remporte 350 sièges, c'est-à-dire carrément toute l'Assemblée. Bon, il y a problème quand même dans ces résultats. Il y a un problème quand même dans ces résultats. Comment ça va être géré le pays dans tout son ensemble quand on voit ce chemin-là, un président et l'Assemblée finalement est en sa défaveur? En fait, d'un point de vue démocratique, c'est une très bonne chose qu'un président et une assemblée qui soient en mesure de contrôler réellement l'action du gouvernement. Donc, d'un point de vue démocratique, cela ne pose pas de problème. Mais dans la République démocratique du Congo actuelle, où on n'est pas encore sorti de la crise, parce qu'il ne faut pas que les gens se trompent, on n'est pas sorti de la crise. Il ne faut pas qu'on oublie qu'il y a encore des espaces dans le pays où il y a la guerre jusqu'à présent, avec des mouvements rebelles. Il ne faut pas qu'on oublie que les forces des Nations Unies sont là-bas, pratiquement 20 000 personnes. On n'est pas à la limite dans un pays normal où on peut assister à un affrontement entre le Parlement et le président de la République sans que cela ne dégénère. Mais on est loin de là-bas, parce que M. Fayoulou n'a pas accepté que M. Félix Tshisekedi a été élu. Il a proposé ses résultats et la différence est astronomique parce qu'il dit qu'il gagne à 60%. Par rapport à celui qui a gagné à 30 et quelques pourcents, c'est du simple au double. Donc on n'est même pas encore à qui va gouverner. Il a introduit son recours. On attend de voir qu'est-ce que le Conseil constitutionnel va dire. Et moi, je me dis que peut-être que la solution proposée par la SADC va être la meilleure. Essayer de mettre les gens ensemble dans un gouvernement d'union, faire une sorte de transition pour pouvoir calmer tous les esprits et espérer après avoir des élections qui vont peut-être donner véritablement des résultats qui permettront à la RDC de sortir
de la situation actuelle. Dans le même temps, d'aucuns disent que c'est une négociation entre le pouvoir de Kabila et puis Tshisekedi fils. C'est logique que les gens le pensent, mais les preuves manquent, parce que c'est ça le problème aussi. Quand on rentre dans les si, on peut tout avoir. Quand on a écouté le représentant de l'UDPS au niveau du Benelux, il a nié de façon catégorique des négociations. Également, on a certes vu un changement de discours au niveau de Félix Tshisekedi. Est-ce que c'est parce qu'il a négocié ou c'est parce que c'est un vrai politique qui a compris que s'il a gagné, s'il commence tout de suite à tirer à boulet rouge sur l'ancien président, les choses peuvent être difficiles. Il commence à l'amadouer en le considérant comme un partenaire, comme il l'a dit, par rapport à ce changement qui se fait au niveau de la RDC. Est-ce que ce n'est pas quelqu'un qui est un bon politique, qui sait que quand on commence la guerre immédiatement, alors qu'on n'est pas sorti de la crise, ça va créer des problèmes? Il a tenu ce discours. Mais ce qui est sûr, c'est que les résultats des élections posent problème. On a vu les évêques sortir en disant dès le départ, nous ne dirons pas le nom, mais ce que nous avons comme résultat est différent des résultats qui ont été proclamés par la CENI. Finalement, à quoi ça va servir cette déclaration quand on dit nous ne donnerons pas le nom, mais nous avons quand même les chiffres réels? Mais en fait, moi je trouve que ça a été une très bonne déclaration. Ils sont restés dans leur position. Ce sont des religieux. Ils ont observé les élections. Ils ne sont pas la CENI, le Conseil constitutionnel, pour dire qui a été élu ou pas. Mais en tant qu'observateurs, ayant les résultats, ils ont dit que le nom qui a été proclamé est différent du nom que nous avons dans les résultats, alors qu'il ne faut pas oublier qu'ils avaient des dizaines de milliers d'observateurs à travers tout le pays. 40 000. Tout le monde était d'accord que ce qu'ils disaient était crédible, de sorte qu'on a même vu un ministre français des Affaires étrangères s'appuyer sur ce qu'il disait pour confirmer que ce n'est pas Félix qui a été élu. C'est vrai que ça ressemble beaucoup à de l'ingérence dans ces conditions, mais ça montrait que le discours de l'Église était un discours fondé sur quelque chose qui est difficilement refusable, parce que qui avait 40 000 représentants au niveau des bureaux de vote, il n'y avait aucune autre structure qui avait cette représentation sur le plan national. Mais en le faisant, l'Église a joué son rôle pour qu'on trouve une solution définitive. Parce que c'est ça aussi le problème. Est-ce qu'en mettant Félix sur la base d'un éventuel accord avec Kabila, est-ce qu'on règle le problème? Est-ce que les partisans de Fayulu vont accepter cet accord? S'ils ne l'acceptent pas et qu'on se retrouve encore dans des difficultés, ça veut dire que pendant 2 ans, on a traîné. Mais combien d'années on va traîner encore? Parce que les élections n'ont pas résolu le problème qui avait été posé en ce moment. Justement, nous allons nous intéresser un peu à cette déclaration du Quai d'Orsay français qui demande la vérité des urnes. En tant qu'éditorialiste, comment vous trouvez cette sortie-là qui vient encore peut-être jeter de l'huile au feu? Je trouve que la sortie était maladroite. Déjà, la France avait été considérée par Kabila, pas la France seulement, de façon générale l'Union européenne, les organismes internationaux, même les soldats de l'ONU, les casques bleus. On a vu Kabila s'en prendre à tout ce qui était pratiquement dans les relations internationales, que les soldats partent, que les gens nous laissent organiser nous-mêmes les élections. Dans ce qu'ils ont eu comme difficulté même, il y a eu ça. Oui. Il a tellement voulu organiser les élections sans l'appui de ces gens que finalement, dans l'organisation, ils ont eu beaucoup de difficultés. Donc, à ce niveau, quand un ministre français parle de façon aussi directe, ce n'est pas déjà comme ça que généralement on parle quand on est ministre des Affaires étrangères. Il y a une façon de dire les choses, voilà, les formules diplomatiques, cette langue de bois qu'on leur connaît, ou quand ils parlent, on est obligé de rentrer entre les mots pour savoir de quoi ils parlaient, mais à mon avis, il a été trop direct par rapport à cette question. On a vu également la Belgique faire pratiquement la même chose, mais en ce moment, ça renforce un peu ce que disait, je ne sais pas s'il faut dire le président ou l'ancien président Kabila, en contestant cette ingérence étrangère au niveau des affaires intérieures de la RDC. Moi, je crois que le ministre aurait pu se contenter de faire comme ce que la SADC a fait, demander par exemple, puisque vous ne vous entendez pas, il vaut mieux faire un recomptage des voix, en restant en dehors de la mêlée, mais c'est comme si le ministre a dit directement que Félix n'a pas été élu. Pourtant, c'est Félix qui a été désigné par
la Commission nationale indépendante pour ce qui est des élections. En ce moment, ça devient, à mon avis, une déclaration qui devient maladroite. Alors, quand on essaie de voir un peu la déclaration du ministre français des Affaires étrangères, la déclaration du clergé catholique congolais, est-ce qu'on peut attendre, voir demain un gouvernement d'union nationale pour apaiser une fois de bon ce pays-là qui, depuis fort longtemps, est toujours en proie de guerre? Ce n'est pas encore évident. Parce que pour le moment, le candidat Fayulu, qui se considère comme étant lui aussi président, est dans la démarche de la contestation sur le plan du droit. S'il n'obtient pas des résultats au niveau de cette contestation sur le plan du droit, quelle sera son attitude? Parce que c'est de là que les choses vont certainement bouger et on va pouvoir dire dans quelle direction ça va aller. Est-ce qu'il est prêt à faire un compromis pour aller dans un gouvernement d'union? Ou bien est-ce qu'il va dire je suis le président, se proclamer lui-même président, comme on l'a vu dans un certain nombre de pays, parce que ça ne serait pas la première fois qu'on voit quelqu'un opposant qui dit c'est moi le président de la République. Ces partisans qu'on a déjà vu en train de manifester, il y a déjà eu pratiquement une vingtaine de morts, alors qu'on n'est pas encore au résultat définitif. Est-ce que ces partisans vont rester les bras croisés? Est-ce que ces partisans vont accepter le compromis d'un gouvernement d'union? Il y a encore des équations qui sont là, que peut-être les gens sont en train de régler pendant ce moment. Si la communauté internationale, en particulier la SADC, réussit à régler ces problèmes, on peut aller vers un gouvernement d'union. Mais si ce n'est pas réglé, on a vu des affrontements entre les partisans de Fayulu et les partisans de Tshisekedi. Ce n'était pas avec l'armée, mais c'était entre deux groupes de partisans de deux candidats. Et en ce moment, on fait retomber le Congo dans ce que les gens craignent le plus, une guerre civile qui est déjà là dans certains endroits du pays et qui, cette fois-ci, pourra prendre des ampleurs qui poseraient d'énormes problèmes. Une assemblée en faveur de Kabila, parti de Kabila, voilà. À quoi peut-on s'attendre dans les jours qui viennent en matière des votes, des tests, ça et là? Mais à plein de problèmes. À plein de problèmes. Le premier problème, ça va être la nomination du Premier ministre. Puisque les textes du Congo sont quand même extrêmement clairs. L'article 78 dit de façon extrêmement claire que c'est le Parlement qui propose la personne parmi la majorité et le président est obligé de nommer cette personne. Mais le Parlement également peut, avec une motion de censure, démettre un membre du gouvernement. Ils peuvent également démettre le Premier ministre. Et quand il y a la motion de censure, le Premier ministre est obligé de présenter au président de la République sa démission dans les 24 heures. Mais vous imaginez combien de premiers ministres on risque d'avoir? Parce qu'on a fait l'expérience avec la Guinée-Bissau. Oui. On a fait l'expérience avec la Guinée-Bissau. La CEDEAO a été obligée finalement d'intervenir. On a vu la valse des premiers ministres parce que voilà celui que le président voulait, voilà celui que le parti qui était majoritaire au niveau de l'Assemblée voulait. Mais le Congo n'a pas besoin de cette instabilité aujourd'hui. À mon avis, si on veut sauver ce pays, il faut que les gens acceptent de lâcher du lest, créer pendant un temps un espace de sérénité dans lequel on va essayer de reconstruire ce que la RDC devait être et qu'elle n'est pas actuellement. Maintenant, après peut-être, on peut aller dans des joutes électorales, dans un jeu démocratique où l'Assemblée peut démettre un Premier ministre, etc. Mais sinon, à l'heure actuelle, je me dis que les textes vont participer, non pas à résoudre les problèmes, mais à créer d'autres problèmes. Un recours à la Cour constitutionnelle, quelque chose est encore possible pour Fayulu? Pourquoi pas? Puisque c'est eux les juristes, ils n'ont qu'à faire ce qu'il y a de plus simple, puisque dans le recours, il y a des choses quand même qui sont pertinentes. Pour les élections législatives, on a proclamé des résultats, alors qu'on nous a montré que dans le regroupement des votes, il y a encore des bulletins qu'on a regroupés dans des endroits qui ne sont pas encore arrivés au niveau de la CENI. Comment on a fait ce regroupement? Alors que c'est la CENI qui est censée regrouper l'ensemble de ces votes avant de proclamer des résultats. Puisque tout le monde s'était entendu, il ne fallait pas prendre le résultat du vote à partir de la machine. Parce que ça, c'était un accord. Il fallait prendre les résultats du vote à partir du compte des bulletins de vote. Si ce qu'on leur a transmis comme résultat n'est pas passé par la machine, c'est passé par quoi? Parce que les gens disent que les bulletins sont là, ils proclament, alors que nous n'avons pas encore déposé. Il y a un sérieux
problème avec ces résultats, la Cour peut prendre ses responsabilités, faire ce qui avait été fait au Kenya, par exemple, décider d'annuler les élections, ou bien d'exiger un recomptage des voix. Il y a encore des possibilités pour la RDC sur ce plan-là. Mamadou Diouf, merci d'être passé. C'est moi qui vous remercie. Messieurs, nous allons devoir marquer une pause qui est importante. Juste derrière, on retrouve l'invité pour la suite du grand rendez-vous de tous les soirs.